et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Génération Méditerranée, l'hebdo consacré cette semaine à la Chine et à ses intérêts stratégiques, géopolitiques, économiques, tous croissants en Méditerranée. Et pour décrypter ce jeu de Go, notre invité, Monsieur Alain Wang, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sinologue, enseignant à Centrale Supélec, également auteur, vous avez participé à l'ouvrage collectif Le dossier chinois, portrait d'un pays au bord de l'abîme aux éditions du Cherche Midi. Mais avant de nous tourner vers l'Empire du Milieu, j'aimerais savoir, Alain Wang, ce qu'il y a de plus méditerranéen en vous, voire même ce qu'il y a de plus corse en vous. Alors, de plus corse, c'est certainement mes années collège avec la découverte de Bonaparte. Alors, je le fais avant qu'il devienne empereur, hein, Bonaparte, parce que j'avais un petit cahier où je collais toutes les petites images que je trouvais. J'ai embêté mon père pour aller, sur le tombeau de l'empereur, aux Invalides, etc., etc. Donc, c'était vraiment quelque chose qui m'a tenu à cœur tout le temps, je crois, toute ma jeunesse. Très bien. Napoléon à qui l'on attribue volontiers cette célèbre citation « Lorsque la Chine s'éveillera, le monde entier tremblera ». Aucune source ne confirme la paternité de cette phrase qui a contribué à une certaine passion napoléonienne. Et puis un livre qui a eu beaucoup de lecteurs dans les années 70. Absolument. Aujourd'hui, Alain Wang, le pays est plutôt bien réveillé et le monde tremble. Comment doit-on appréhender la Chine aujourd'hui, entre une superpuissance, voire la première puissance, qui ne veut absolument pas de ce titre pour le moment, ou un géant au pied d'argile? Alors, c'est quand même une puissance en devenir. On ne peut pas parler de pied d'argile aujourd'hui avec la Chine. La Chine se construit depuis maintenant, on va dire, pratiquement 4 décennies, économiquement. Donc évidemment, aujourd'hui, elle est la deuxième puissance économique du monde. Si on parle des pays de la Méditerranée, elle est la première puissance commerciale, on va dire, dans les échanges avec la majorité des pays d'Afrique aujourd'hui. C'est aussi la première puissance commerciale dans les échanges aujourd'hui du côté européen. Donc elle a pris beaucoup d'ampleur. Maintenant, elle n'est pas encore une puissance au sens américain du terme, c'est une puissance militaire, puisque là, elle a encore un petit bout de chemin à faire. La Chine est surtout, vous l'avez dit, devenue incontournable dans les relations internationales et dans les marchés économiques, à travers notamment l'ICR, l'initiative La Ceinture et la Route. C'est, je vais schématiser, un mix entre l'ONU et l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce? Alors, c'est une volonté de la Chine, certainement, de mettre en place de futures organisations multilatérales dans laquelle elle est centrale. Il faut se rendre compte que l'ONU, ou si on prend l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, l'OMS, etc., sont des organisations qui sont nées à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec au centre, évidemment, les États-Unis, avec ses alliés. La Chine, à l'époque, elle n'existe pas, puisque, on en reparlera tout à l'heure, mais qui représente la Chine, c'est la République de Chine, aujourd'hui Taïwan. Donc, on n'a pas demandé aux Chinois ce qu'ils en pensaient, qu'est-ce qu'ils voulaient faire, etc. Donc, pour les Chinois aujourd'hui, c'est véritablement renverser et puis remettre un nouvel ordre mondial en place. Et quand on parle de nouvel ordre, on parle aussi de nouvelles entités internationales, donc pour remplacer potentiellement l'ONU. Bien sûr. Vous nous avez fourni 2 cartes, Alain Wang. Une représente les pays membres, participants en tout cas, de l'ICR. L'autre, les pays plus ou moins démocratiques dans le monde. Et la superposition de ces 2 cartes est assez intéressante. Il y a comme ça une correspondance. Tout à fait. Fortuite, je suppose. Si on regarde aujourd'hui les pays qui sont considérés comme autoritaires, alors dictature ou autoritaire au sens strict du terme, ou des démocraties pas finies, et qu'on regarde et on juxtapose avec l'ICR aujourd'hui, les pays qui sont à l'ICR, c'est pratiquement la même carte. Et c'est ça qui est inquiétant d'ailleurs, parce que dans la volonté chinoise d'être anti-occidentale, elle est en train de faire passer un message à tous ces pays en montrant que la démocratie n'est pas une finalité. Pour la Chine, la finalité, c'est surtout que sa population ait un bon niveau de vie et les droits de l'homme, tout ça, on n'en parle pas. Oui. Peut-on dire qu'on arrive à un point de bascule que l'Occident n'a pas voulu voir ? Alors, l'Occident a peut-être voulu donner sa chance à la Chine. Je pense que dans les années 80, quand on part en Chine pour faire du commerce avec les Chinois, lorsqu'on aide les Chinois à se moderniser, on pense que cette modernisation et cette économie libérale va entraîner la Chine vers une démocratie libérale, c'est-à-dire politiquement libérale. C'est un regard un peu condescendant.
C'est aussi un regard un peu condescendant, évidemment, oui. Moi, je me souviens, les Chinois qui accueillaient les entreprises disaient souvent, vous venez avec votre modélisation, vous nous imposez un truc, etc. Nous, on a aussi d'autres façons de faire et d'autres façons de penser. Mais ça, bon, c'est toujours l'Occident l'Occident et les États-Unis étaient les vainqueurs, on va dire, de la guerre froide. Donc, ils arrivaient véritablement en terrain conquis pour eux. D'un point de vue stratégique et militaire, on ne peut pas comparer, pour la Chine en tout cas, la Méditerranée et la zone Pacifique. Le contexte est beaucoup plus tendu dans la zone Pacifique, qui représente un enjeu primordial, essentiel. Alors, la différence, c'est que, on va dire, tout ce qui concerne la Méditerranée, c'est à la fois plutôt très économique. C'est plutôt, on va dire, pour la Chine, un point nodal dans ces échanges qui sont vers l'Europe d'un côté et vers l'Afrique de l'autre. Pour l'Indo-Pacifique, on est dans la rivalité sino-américaine, c'est-à-dire c'est là où ça se passe en ce moment, dans celui qui montre qui est le plus fort, dans les mers de Chine du Sud avec les Chinois et les mers de Chine orientale. Les Américains, évidemment, aujourd'hui rouvrent pas mal d'anciennes bases avec des anciens partenaires comme les Philippines, potentiellement le Vietnam, etc. Donc on sent que vraiment c'est là où les deux géants sont en train de se rencontrer et véritablement, on ne l'espère pas, mais potentiellement se prépare au conflit. On va voir des images d'exercices et de manœuvres militaires dans cette zone Pacifique. Est-ce que tout ce qui se passe en ce moment entre les États-Unis et la Chine, les États-Unis poussent un peu, alors entre guillemets, poussent au crime, je dirais, poussent à la faute, alors, du moins? Les États-Unis ne laissent rien passer. On a vu les ballons, on a vu Nancy Pelosi bien sûr venir à Taïwan. Alors là, c'est un petit peu les Chinois qui ont monté les choses en épingle en montrant que c'était inadmissible. Bon, ils avaient oublié quand même que Eisenhower était venu, à Taïwan à la fin de la guerre, etc. Donc il y a des personnages très importants qui sont passés à Taïwan. Et puis en ce moment, les Américains relancent beaucoup sur l'idée on reparlera des ports tout à l'heure, que toutes les grues que les Chinois ont positionnées un peu partout, qui sont des grues chinoises, seraient des grues espionnes. C'est-à-dire qu'elles auraient du matériel pour pouvoir écouter, pour pouvoir prendre des images et vérifier ce qui se passe dans les ports. C'est crédible ? C'est toujours crédible, mais en même temps, je trouve que les Américains parfois en rajoutent un petit peu, aussi. Parce qu'ils essaient de titiller les Chinois. Alors, est-ce que c'est pour provoquer quelque chose? Ça, il n'y a que qui sont maîtres de la technique ou de leur volonté de faire ça. Est-ce que c'est une volonté aussi de pousser les Chinois un petit peu dans un mini-conflit pour voir un petit peu jusqu'où ils peuvent aller? C'est des questions, de toute façon, on est en plein dedans en ce moment. Donc, alors, est-ce que la guerre en Ukraine a modifié la stratégie chinoise en Europe ou avec certains acteurs, je pense évidemment à la Russie? Alors, de toute façon, la Russie est un partenaire essentiel pour la Chine. C'est-à-dire essentiel dans le sens où, de toute façon, Vladimir Poutine comme Xi Jinping ont un peu cette même idée de volonté de renverser l'Occident et d'imposer une autre façon de voir le monde. Ça, les deux sont d'accord. Après, je pense que la Chine n'était pas prête forcément, et on le voit d'ailleurs, à soutenir la Russie dans son combat militaire avec l'Europe, puisque maintenant c'est pas l'Ukraine toute seule. Puis peut-être que autant les Russes que les Chinois ne s'attendaient pas à la réaction quand même européenne, qui était d'un bloc, et la réaction aussi américaine derrière. Donc ça aussi, je pense que là, les Chinois ont pris conscience que véritablement l'Occident est un bloc beaucoup plus fort peut-être qu'ils ne le pensaient. Xi Jinping est-il en mesure d'imposer la paix ou du moins un cessez-le-feu à Vladimir Poutine? Les deux hommes se sont rencontrés le 21 mars dernier, on voit les images. Alors, ils se sont rencontrés aussi aux Jeux Olympiques, à l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver. Je pense que c'est là où Poutine a averti Xi Jinping qu'il allait faire quelque chose. Je pense qu'à l'époque, Poutine pensait que ça serait extrêmement rapide. Ce ne l'est pas. On rentre dans un conflit qui est long et donc ça dérange plutôt Xi Jinping dans un moment où, à la sortie de 3 ans de Covid, la Chine a besoin de relancer son économie. Donc la Chine ne peut pas non plus faire trop de pas vers la Russie parce que si elle venait à l'aider technologiquement, militairement, etc., évidemment il y aurait des rétorsions économiques contre les entreprises chinoises qui sont déjà pas très très bien vues en ce moment. Donc je ne pense pas que Xi Jinping veuille se mettre dans cette situation-là. Il peut dire à Vladimir Poutine, bon maintenant on se détend un peu sur l'Ukraine? Il n'a pas trop intérêt de le dire non plus. Parce que pour lui, visiblement, ce qu'a fait la Russie... Enfin, je dis toujours, avant le conflit, on a 3 puissances. On a les États-Unis, la Russie et la Chine.
Avec le conflit, aujourd'hui, il n'y a plus que deux puissances, la Chine et les États-Unis. Donc la Russie s'est vassalisée et donc Poutine s'est mis dans une position, on va dire, difficile vis-à-vis de la Chine, qu'on verra dans les années qui viennent, je veux dire, évidemment. Donc Xi Jinping a plutôt intérêt de garder la main, je dirais, et véritablement de se dire aujourd'hui, on est, nous, face aux États-Unis, et vous êtes notre allié, mais un allié secondaire. Allez, on se rapproche de la Méditerranée. Il y a quelques exercices militaires qui ont eu lieu en Méditerranée. Les premiers exercices militaires, justement, de la Russie et de la Chine ensemble, c'est 2015. Donc ça remonte quand même maintenant à un certain temps, et véritablement avec une Chine qui est de plus en plus présente en Méditerranée. Oui. Alors elle le justifie évidemment par les couloirs commerciaux. Et puis aussi le besoin de la Chine aujourd'hui en pétrole, en gaz, en matières premières qui viennent d'Afrique et qui beaucoup passent par la Méditerranée. Et donc évidemment, on va falloir s'habituer à voir la marine chinoise se balader, d'autant plus qu'ils ont maintenant un port très important qui est à Djibouti, où actuellement il y a 2000 hommes, et un port qui est aménagé pour accueillir, on va dire, des porte-avions chinois. S'il y en a que 3 pour l'instant, c'est pas beaucoup, mais à terme il devrait y en avoir 11. Donc une marine chinoise quand même qui se développe très très rapidement. Qui se renforce. Et qui se renforce. Vous l'avez dit, l'intérêt de la Chine envers la Méditerranée, elle est essentiellement économique. Et d'ailleurs, on l'a vu sur la carte de l'ICR, quasiment l'ensemble du pourtour méditerranéen est concerné par cette percée. En quelques mots, quelle est la position de la France par rapport à cette initiative, la ceinture et la route? Alors, pour l'instant, la France n'a pas signé de protocole de mémorandum sur la question. Je n'ai pas l'impression qu'Emmanuel Macron ait l'intention de le faire. Les deux pays qui sont gênés dans cette optique-là, c'est l'Allemagne et la France, évidemment. Maintenant, on a d'autres pays du Sud, comme l'Italie, le Portugal, etc., la Grèce, qui ont signé les mémorandums. Avec, on peut dire aussi en même temps aujourd'hui, après la guerre de l'Ukraine, parce qu'il a changé beaucoup de choses, de réflexions, on sent quand même que l'Italie serait peut-être en train de réfléchir à quitter l'ICR. Emmanuel Macron, vous en parlez, devrait se rendre en Chine en début du mois d'avril pour rencontrer Xi Jinping. Qu'est-ce qu'on attend de cette rencontre? Alors je dirais sur le plan purement des droits de l'homme, pas grand-chose malheureusement. Parce que la position de la négociation française va être d'avancer sur un plan de paix ou de pousser la Chine à pousser, on va dire, la Russie à rentrer dans des discussions de paix. Donc ça, je pense que c'est central. Donc si on commence à aller en Chine et au-delà, à commencer à discuter sur les problèmes des Ouïghours, sur les problèmes des Tibétains, etc., on n'est pas assez fort. Évidemment, on va fâcher la Chine et les discussions n'iront pas très très loin. Maintenant, est-ce qu'on arrivera véritablement à pousser Xi Jinping à aller plus loin dans des discussions de paix avec avec la Russie? Peut-être, mais c'est pas sûr. Et de toute façon, les Chinois n'ont absolument pas pris parole avec Zelensky en Ukraine. Absolument. Donc on ne peut pas faire un plan de paix simplement que d'un côté. Ça paraît difficile. Plus largement, la stratégie chinoise prévoit, dans un premier temps, un volet de coopération. On l'a vu, on multiplie les forums, les rencontres, les sommets thématisés entre petits groupes de pays sous-régionaux. Je pense à l'agriculture, au tourisme, au maritime, avec, par exemple, des pays d'Europe du Sud, par exemple. Oui, il y a de plus en plus de forums organisés sur la base thématique, maritime, au niveau aussi de l'écologie, au niveau de l'agriculture, etc., qui sont organisés. Et justement, très souvent, la Chine essaie de mixer des pays qui sont dans l'Union européenne avec des pays qui ne le sont pas. C'est aussi sa façon à elle, quelque part depuis assez longtemps, de désorganiser l'Europe ou de se faire des alliés au sein de l'Union des 27 qui lui permet toujours d'éviter d'être, quand il y a une condamnation, on va dire, sur le plan des droits de l'homme, elle a toujours des alliés, entre autres la Hongrie, mais bon, il y en a d'autres, la Grèce aussi, généralement, s'abstient ou n'intervient pas. Donc, elle joue aussi un petit peu à ça derrière. Il y a tout un jeu derrière quand même d'influence. Alors, nous avons mentionné le maritime. La Chine, surtout depuis l'accession au pouvoir de Xi Jinping en 2013, investit dans les infrastructures portuaires en Méditerranée. Je précise, quand je dis la Chine, ce sont les entreprises chinoises. Alors, les entreprises d'État chinois. C'est pour ça qu'on parle de la Chine en tant qu'État, parce que derrière, c'est l'État chinois quand même qui est présent. Exactement. On peut citer les ports du Pirée en Grèce, extrêmement symbolique. On va voir d'ailleurs sur les images le président chinois et le Premier ministre grec, Kyriakis Mitsotakis, en 2019, à l'occasion d'une visite du port et des locaux de l'entreprise chinoise COSCO. C'était alors le fleuron de la collaboration ICR. On peut également citer les ports de Cherchell en Algérie, Port Saïd et Alexandrie en Égypte, Haïfa en Israël,
un terminal à Istanbul. En Italie, les ports de Gênes, Trieste ou encore Naples sont concernés. Et ce n'est pas fini, voilà, la liste est longue, puisque ces points stratégiques sont également reliés, certains par des lignes ferroviaires. En fait, tous les chemins mènent à Pékin. Alors, tous les chemins mènent à Pékin, on va dire. Tous les chemins, surtout sur le plan de la Méditerranée, mènent à des zones où il y a des zones économiques chinoises, où les Chinois, évidemment, se préparent à terminer leurs produits aux portes de l'Europe pour pouvoir les faire rentrer dans l'Europe beaucoup plus facilement. Bon, c'est un jeu. Et évidemment aussi, tous ces ports ont un lien dans le sens où c'est faire une sorte de collier qui permet à la Chine véritablement aussi d'avoir une perception de tout ce qui se passe sur cette zone. Je pense que toutes les informations vont vers Pékin, dans un sens comme dans l'autre, et ensuite ça permet à Pékin de prendre des décisions. On le voit sur, en ce moment, l'influence de plus importante de la Chine au Maroc. Elles sont de plus en plus présentes, c'est clair. Au démarrage, ils avaient tenté de le faire sur l'Égypte. Alors apparemment, ils ont un peu laissé tomber l'Égypte, et ils sont plutôt en train d'accentuer leur présence marocaine. Oui, le Maroc avec Tanger Med, c'est le point le plus à l'ouest de la Méditerranée, enfin en tout cas qui est le Tanger Med. Donc, oui, c'est ça, Tanger Med. Dans le hub, qui est dans le top 25 mondial, en fait. Oui. Et en décembre 2022, le Maroc et la Chine ont signé à Rabat un protocole d'accord sur la création d'un groupe de travail pour la facilitation et la promotion des échanges entre les deux pays. Il s'agit de commerce, pour faire simple. À l'écran, d'ailleurs, nous voyons le ministre de l'Industrie et du Commerce, Riyad Mansour, et l'ambassadeur de la République de Chine au Maroc, Li Shanglin. En 2021, selon le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, les échanges bilatéraux ont atteint 6 milliards de dollars, plus de 50% en 5 ans. Et plus de 80 projets d'investissement étaient en cours à cette époque-là. Donc c'est un vrai partenaire commercial à privilégier. C'est vraiment un hub, je pense, pour les Chinois. Alors, parce qu'il faut aussi se dire qu'avant la guerre de l'Ukraine, les Chinois préparaient un hub un hub et une organisation qui allait du port de Pirée jusqu'au Monténégro. Et je pense qu'avec la guerre, évidemment, tout ça est un petit peu abandonné pour le moment. Ça ne veut pas dire que c'est abandonné totalement. Et donc, ils sont obligés de se reporter sur un autre endroit. Et je pense que le Maroc est tout à fait privilégié pour se faire ce genre de choses. La toile que tisse la Chine est également virtuelle en Méditerranée et au-delà, puisque cela passe aussi par des câbles sous-marins. Et là, nous parlons de data, de données, d'informations, l'autre nerf de la guerre. Alors, la Chine a des grands, on va dire, des grandes sociétés de la tech, avec Huawei, ZTE, etc., qui sont aussi importantes que les sociétés américaines. Alors, l'avantage qu'avait Huawei, par exemple, sur le plan des câbles sous-marins, c'est qu'ils n'étaient pas chers. Donc, dans les années 2009, la Tunisie s'est reliée à l'Italie par un système chinois, par un câble chinois. Après, ça a été en 2013, on est entre la Libye et la Grèce. Et donc, ça, c'était des commandes, c'est-à-dire c'était les pays commandés et la Chine mettait en place. Aujourd'hui, depuis 2021, la différence, c'est que la Chine a son propre réseau de transfert qui vient jusqu'en Méditerranée et qui lui appartient. Donc là, on change de niveau. C'est-à-dire que là, on peut supposer que la Chine s'apprête véritablement à récolter des données. Bon, on sait que la donnée, c'est un peu le pétrole du millénaire qui arrive. Et donc, parce qu'à travers les données, on arrive véritablement à sentir les choses, à se mettre, à avancer aussi sur le plan économique, mais aussi à contrôler peut-être les opinions publiques, etc. Donc, avoir une vision quand même assez précise de ce qui se passe. Et tout ceci nous amène à notre zoom de la semaine, Alain Wang. Ce réseau dessine ce qu'on appelle les nouvelles routes de la soie. Et je sais que l'expression ne vous plaît pas. Vous allez nous expliquer pourquoi. Mais avant cela, pouvez-vous nous rappeler ce qu'étaient les routes de la soie à l'origine ? Alors, les routes de la soie à l'origine, c'était des routes qui existaient au moment toujours où l'Empire de Chine était à son apogée. Sous les Tang, sous les Han, même encore 2 siècles et demi avant Jésus-Christ, sous le premier empereur de Chine, Jing Huangdi, on avait ces fameuses routes qui étaient organisées, qui faisaient venir des commerçants du Moyen-Orient
et de l'Europe qui allaient jusqu'en Chine, Marco Polo pour l'Italie, qui allait acheter des produits en Chine et qui les ramenait par ces routes de la soie. En ramenant ces produits que seule la Chine était capable de fabriquer, la soie, la porcelaine, il ramenait aussi énormément de philosophie. On peut dire le confucianisme, le bouddhisme, etc. Plein de choses comme ça qui arrivaient. Donc c'était plutôt, on va dire, très positif. Et la Chine a joué au début beaucoup sur ce soft power. C'est-à-dire c'était une force pour la Chine de se dire on est en train de refaire ce que la Chine a fait au moment de ses apogées impériales. Mais on est loin de ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas avec l'expression les nouvelles routes de la soie? Parce qu'on était plutôt dans du bilatéralisme. Aujourd'hui, on est vraiment, à travers l'ICR, l'initiative de la ceinture et de la route. Alors, c'est BRI en anglais. On l'emploie de plus en plus, le terme anglais Belt and Road Initiative. Il y a deux choses. Un, pour moi, c'est véritablement l'idée d'un multilatéralisme à la chinoise, puisque dedans, il y a quand même 138 pays. Donc, c'est pas non plus petit. Et puis, de l'autre côté aussi, c'est une façon, pour la Chine, justement de quitter ces fameuses routes de la soie, parce que eux n'emploient pas ce terme de soie, parce qu'ils voudraient plutôt que cet acronyme de ICR ressemble beaucoup à notre acronyme, je dis souvent, qui ressemble à l'ONU. Donc c'est quand même un peu l'idée pour eux, donc c'est de quitter ce côté très classique, très ancien. Quelques mots sur cet homme, Xi Jinping, élu président de la République populaire de Chine en 2013 pour la première fois. Il a obtenu le 10 mars dernier un troisième mandat après un vote unanime du Parlement. 2952 voix pour. Nous voyons les images, pas d'opposition. Pas d'abstention. Ce troisième mandat fait de lui le dirigeant le plus puissant du pays depuis un bon moment. Alors, il faut quand même préciser pourquoi il n'y a pas d'opposition. C'est que parce que depuis 2012, depuis qu'il est arrivé, il a lancé une grande campagne contre la corruption. Il a éliminé tous les gens qui lui étaient opposés. Et aujourd'hui, plus personne n'ose dire un mot contre lui. Donc, dans ce cas-là, c'est beaucoup plus facile. Alors, c'est un personnage étonnant parce que il a eu un père. Et même lui-même, pendant la révolution culturelle, ils ont eu des problèmes avec Mao Zedong. Mais en même temps, il a une fascination certainement pour Mao Zedong, donc il veut devenir le Mao moderne, on va dire quelque part, pour aller un peu plus loin comme ça. Il a sorti d'ailleurs la pensée Xi Jinping, qui est enseignée dans les écoles. Il y a une application où tous les fonctionnaires, tous les membres du parti doivent aller tous les jours pour écouter un enseignement d'une demi-heure du président, etc. Il y a un véritable culte qui se crée, qui se forme autour de sa personnalité. Il est en train de créer ça. Donc il est en train véritablement de prendre la position là-haut. Et le point le plus important, c'est que évidemment, c'est la première fois depuis l'ouverture de la Chine qu'on a un secrétaire général, ensuite président, qui est nommé pour la troisième fois. Qui dit troisième fois dit potentiellement à vie. Effectivement, d'autant plus qu'il n'est pas si âgé. Il est jeune pour la Chine, il aura 70 ans au mois de juin. Donc, toujours se souvenir que Mao et Deng Xiaoping ont largement dépassé les 90 ans au moment de leur mort. Donc, son objectif est clair, replacer la Chine au centre du monde, au cœur des échanges. Le pays déploie, on l'a vu, de nombreux moyens pour construire son réseau à l'international. Au-delà de ce qui a été évoqué, il y a les instituts culturels Confucius, TikTok, dont on parle beaucoup en ce moment, mais l'image du pays reste inchangée. Elle se dégrade même considérablement entre mépris des droits de l'homme, répression des Ouïghours et autres minorités, les tensions avec Taïwan. La Chine occupe la 175e place sur 180 pays au classement RSF de la liberté de la presse. C'est clairement une dictature avec une volonté expansionniste. À quoi doit-on s'attendre d'ici quelques années, Alain Wang ? De toute façon, dans le projet du président chinois, il parle de renaissance de la Chine. Donc de renaissance de la Chine en tant que pays central. Il faut toujours se souvenir que Chine, ça ne veut pas dire grand-chose en chinois. Ça s'appelle Chong central, Guo, le pays du centre. Donc c'est l'idée de replacer la Chine au centre du monde. Donc en 2049 et d'en faire la première puissance économique, militaire, etc. Derrière, véritablement, Xi Jinping, il est en train véritablement de mettre tout son poids pour arriver à cette solution-là. Maintenant, est-ce qu'il y arrivera? On ne sait pas. Maintenant aussi, faire attention de quel côté on regarde la Chine. Si on regarde la Chine du côté africain ou du côté de l'Amérique latine, la Chine est un exemple. Bien sûr, une opportunité, des opportunités. Des opportunités, mais aussi un exemple, parce que finalement, elle est en train de grandir en dehors de l'Occident, en dehors peut-être toujours cette perception de la colonisation occidentale. De s'affranchir, voilà. Et si on regarde du côté occidental, évidemment, l'inverse est là.
puisque on est évidemment très au regard de ce qui se passe avec les camps on va dire les camps de concentration ou les camps de rééducation pour les Ouïghours en ce moment. C'est quand même 1 million de personnes qui sont enfermées. Les jeunes Tibétains, les 1 million de jeunes Tibétains qui ont été extraits de leur famille, qui sont élevés dans des orphelinats en dehors de la famille en ce moment. Donc il y a vraiment des atteintes véritablement aux droits de l'homme qui sont très importants. Alain Wang, c'est l'heure de la bande originale. Et vous avez souhaité entendre la voix de l'astre de l'Orient, l'égyptienne Kalsoum, pour conclure cette émission. C'est chose faite, on va l'entendre dans quelques instants, avec Enta Omri, qui signifie « tu es ma vie », tout simplement. Voilà. Alain Wang, merci. Merci de m'avoir beaucoup. accompagné durant cette émission. Je rappelle le titre de vos ouvrages, Le dossier chinois, portrait d'un pays au bord de l'abîme aux éditions du Cherche-Midi, ainsi que Les Chinois chez Talendier. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, toujours sur France 3 Corse via Stella ou en replay sur le site internet france.tv. Salut! علمونا ندم على الماضي وجراحه. Aujourd'hui,